Alors, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe du CNC, je suis très heureux de vous accueillir ce matin et d'ouvrir avec vous cette nouvelle journée de réflexion et d'échange que nous avons voulu consacrer à un sujet qui est si important qu'il est devenu l'un des marqueurs de notre époque, l'intelligence artificielle. En quelques mois seulement, l'IA a quitté le champ des promesses ou des expérimentations pour entrer dans nos usages quotidiens comme dans nos pratiques professionnelles. Un chiffre illustre à lui seul cette bascule. 700 millions, c'est le nombre d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT en août 2025. C'est 4 fois plus qu'il y a un an. Ce constat, je crois qu'on peut tous le faire. L'IA a déjà changé notre façon d'interagir avec le monde. Les algorithmes de recommandation influencent nos choix de spectateurs, parfois notre corps défendant. Nous pouvons aujourd'hui prendre des photos avec la même facilité, rapidité faire des images de synthèse avec la même facilité qu'on prendrait une photo. Et puis les agents conversationnels sont devenus de vrais moteurs de recherche. Ils commencent d'ailleurs à les remplacer. Ils sont capables de donner des réponses complexes presque instantanément, capables aussi de nous faire écrire dans toutes les langues. L'IA s'est donc imposée dans nos vies. On peut le déplorer, on peut s'en réjouir, mais en tout cas, on ne peut plus l'ignorer. Dans nos secteurs, vous le savez, l'apparition de l'IA est bien antérieure à ChatGPT. Cela fait au moins 10 ans que l'IA est bien ancrée dans 3 domaines en particulier qui sont clés pour toute la filière: la lutte contre le piratage, la recommandation éditoriale et les effets visuels numériques. La nouveauté avec l'IA générative, c'est que tout le monde désormais peut utiliser ces outils avec des usages personnels qui recoupent nécessairement des usages professionnels. Les chiffres sont très parlants. Selon le baromètre des usages de l'IA qui a été lancé par le CNC en 2024, 2 tiers des professionnels de la filière ont déjà eu recours à l'IA. C'était moins de la moitié un an auparavant. Et 28% s'en servent tous les jours ou presque. Toutes les professions sont concernées. Et 70% des utilisateurs s'en disent satisfaits, même si ces outils sont jugés perfectibles et que surtout les inquiétudes sont croissantes. Il ne s'agit donc plus de se demander, je crois, si on est pour ou contre l'IA. L'enjeu aujourd'hui, c'est de déterminer comment nous souhaitons l'utiliser, dans quel cadre, avec quelle garantie. Alors c'est à cela que nous allons réfléchir ensemble tout au long de cette journée. Et pour ce propos introductif, je voudrais peut-être simplement vous dire quelle est la méthode que le CNC entend suivre pour analyser et réagir à ces défis, les convictions qui nous animent dans ce travail, et donc quelques éléments de la stratégie que nous avons commencé d'adopter pour y répondre. Alors, sur la méthode, tout d'abord, je crois que tout le monde en est conscient ici. L'IA apparaît à un moment particulier pour notre filière, un moment de bouleversement inédit. Les usages évoluent à un rythme accéléré, les grands équilibres bougent, le contexte international est particulièrement instable. Et dans un moment aussi incertain, il serait tentant de faire de l'IA la cause de tous les maux, ou au contraire, d'y placer tous nos espoirs en y voyant, notamment face aux pressions sur les modèles de financement, une solution miracle. Je crois que l'urgence, au contraire, c'est de garder la tête froide, d'examiner cette situation avec calme et rigueur, et de nous poser surtout les bonnes questions. C'est ce que nous nous attachons à faire au CNC avec l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui fait un travail de fond qui n'a aucun équivalent. L'idée, c'est de constituer un espace de ressources pour vous, professionnels, à travers des études approfondies, pour vous permettre de comprendre ensemble ce qui est en train de se jouer dans nos secteurs. On organise également des rencontres, des échanges autour des différents enjeux qui sont captés, disponibles sur notre site internet et donc accessibles à tous, comme le sera cette journée. Face à une révolution qui se produit sous nos yeux, dans nos mains en quelque sorte, il ne s'agit pas de définir, je crois, une doctrine figée qui risquerait de devenir obsolète en quelques mois. Il s'agit d'abord d'observer, de comprendre, de prendre la mesure de sujets complexes et en constante évolution. Et il s'agit surtout, avant d'agir, j'y viens ensuite, mais il s'agit de le faire collectivement. Je veux rappeler ici que notre action s'inscrit dans plusieurs cadres. Un cadre européen d'abord, avec la négociation et l'adoption du règlement sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, avec sa mise en œuvre, avec aussi, je le dis, les interrogations qu'il suscite toujours aujourd'hui, notamment au Parlement européen, interrogations qui me semblent très légitimes. Parce qu'il est un peu facile d'afficher une ambition, mais de ne pas la concrétiser au moment où il s'agit précisément de la rendre effective. Pour l'IA dans la création, nous avons besoin d'une ambition qui ne soit pas que de façade. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Alexandra Bensamoun qui a effectué un travail remarquable pour proposer des recommandations ambitieuses et précises, précisément sur les conditions de mise en œuvre. Et je remercie Alexandra d'être avec nous aujourd'hui.
Notre action s'inscrit ensuite, bien sûr, dans un cadre national, avec la feuille de route gouvernementale issue du rapport « Il y a une ambition pour la France », avec aussi les missions successives du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA, qui a été confié à Alexandra Bensamoun à nouveau et à Joël Farchi, que je remercie également pour sa présence avec nous aujourd'hui. Et je veux également citer la mission de concertation entre développeurs et ayants droit qui a été lancée par la ministre Rachida Dati et la ministre Clara Chapaz. Son responsable Maxime Boutron est ici pour nous en parler tout à l'heure. Et je pense enfin à la mission d'information du Sénat sur l'IA et la création, qui a donné lieu à un excellent rapport publié au mois de juillet. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire, à l'initiative du vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias. Notre action s'inscrit enfin dans la feuille de route du ministère de la Culture qui a été voulue par la ministre, Agir pour les intelligences artificielles culturelles et responsables, qui fixe un cap très clair en matière éthique et on va aussi y revenir aujourd'hui. Alors, ce travail que nous avons initié est animé par quelques convictions qui ne sont pas que de façade. S'il est trop tôt pour figer une doctrine, on ne peut pas avancer en même temps sans avoir des principes très clairs, et notamment sans nous poser la question essentielle qui doit être posée devant toute révolution technologique. Quelle est la fin dont l'IA n'est que le moyen ? Et la réponse que nous apportons collectivement, me semble-t-il, c'est celle que la France a apportée à chaque révolution technologique dans nos secteurs, notamment à travers son bras armé qui est le CNC. La finalité, le cap, la boussole, c'est la diversité et le renouvellement de la création, c'est la diversité et le renouvellement de ses publics. C'est le choix de toujours du modèle français, même et surtout au cœur des plus grandes mutations technologiques. Avant-hier, face à l'arrivée de la télévision, hier face à l'éclosion des plateformes numériques, et nous le ferons de la même façon face à l'IA. Nous le ferons d'abord parce que c'est hautement souhaitable. Vous aborderez aujourd'hui les enjeux éthiques et juridiques fondamentaux que soulève l'IA, comme le respect ou malheureusement trop souvent le non-respect de droits d'auteur, la reconnaissance du travail des créateurs et plus largement la juste répartition de la valeur. Mais nous le ferons aussi, pardon de le dire ainsi, parce qu'au-delà de cette dimension éthique qui est fondamentale, c'est plus largement notre intérêt bien compris pour nous faire réussir collectivement, parce que cette méthode-là a toujours marché et elle va continuer de le faire face à l'IA. On entend parfois qu'il faudrait mettre en sourdine certains de nos principes pour gagner en compétitivité. Comme si la protection des droits, comme si la reconnaissance du travail artistique, la rémunération équitable des acteurs de la chaîne de création, comme si tout cela était des freins à la performance ou à l'innovation. C'est un contresens total, puisqu'elles en sont au contraire la condition, et la France est un exemple vivant depuis des siècles, et des décennies en particulier, que ce modèle-là marche, et même celui qui marche le mieux. Notre pays a traversé toutes les révolutions technologiques sans jamais rien lâcher de l'ambition et de l'exigence qu'il attache au soutien à la création, et les résultats sont là. Nos films rayonnent dans les plus grands festivals internationaux, ils sont plébiscités par le public, notamment le public français. Nos séries s'exportent plus que jamais dans le monde, avec d'excellents chiffres sur l'export de la fiction audiovisuelle depuis 10 ans, et singulièrement ces 2 dernières années dans un contexte de récession mondiale. Bref, nos industries sont puissantes, résilientes, innovantes, et il est clair qu'elles résistent mieux aux crises ici qu'ailleurs. Alors certains nous diront que cette révolution, celle de l'IA, n'est pas comme les autres, qu'elle rebat les cartes de façon inédite, qu'elle peut et qu'elle interroge ce qu'est l'acte même de créer. Peut-être 2 réponses rapides à cela. En premier lieu, la création est et restera toujours profondément, irréductiblement humaine. L'IA peut imiter, elle peut assister, elle peut accélérer, elle peut inspirer. Elle produit déjà des résultats spectaculaires, mais parfois, et peut-être souvent, ce sont des résultats qui sont surtout spectaculairement décevants. Car la promesse théorique de pouvoir faire mieux correspond trop souvent, et en vérité de plus en plus, à la réalité de faire moins bien. Parce que l'IA ne remplacera jamais la singularité d'une intention, d'une vision, d'une expérience humaine. Albert Camus disait « créer, c'est vivre 2 fois ». Autrement dit, il faut donc avoir vécu au moins 1 fois. Oui, l'IA ouvre des horizons, oui, elle démultiplie le champ des possibles, oui, elle permettra sans doute de faire des films à grand spectacle sans les budgets hollywoodiens, et ce sera pour cette raison une nouvelle corde à notre arc. Mais l'horizon de la création, je crois qu'il faut le redire, et le redire à d'autres qui en seraient moins convaincus. L'horizon de la création, c'est pas simplement d'être dopé aux effets spéciaux. Et il faut être honnête que si l'IA nous promet une révolution artistique, c'est surtout à ce stade une révolution économique, dans un contexte de pression sans précédent sur les modèles de financement de la création,
parce que les audiences vont de plus en plus sur les plateformes gratuites, parce que la piraterie est de retour avec l'IPTV, si tant est qu'elle avait seulement disparu. Mais même sur ce front, celui de la compétitivité, il faut rappeler qu'en France, on n'a pas attendu l'IA pour faire mieux avec moins. C'est même, en un sens, notre signature depuis la nouvelle vague. Et ces derniers jours, vous l'avez vu dans la presse, il y a eu un peu d'émoi autour d'un projet de film d'animation soutenu par OpenAI. La révolution à les écouter, ce serait de faire un film d'animation pour 30 millions de dollars seulement. Alors, il faut respirer et boire frais. Il faut leur rappeler qu'avec Flow, un budget de moins de 4 millions d'euros, sans IA, peut permettre de remporter l'Oscar et de faire une œuvre qui aura marqué l'histoire de l'animation. Mais en second lieu, pas que du point de vue de la création des créateurs humains, du point de vue des technologies elles-mêmes, penser qu'on pourrait se passer des créateurs est absurde et absolument dangereux. On sait, on a déjà plein d'exemples, qu'une IA qui ne s'alimenterait plus que de contenus générés par d'autres IA accentuerait sa tendance à produire du prévisible, du standard, et finirait par s'effondrer sur elle-même. Et si on veut des intelligences artificielles qui soient performantes et compétitives, il faudra donc d'abord, avant tout, et en un sens presque exclusivement, protéger, encourager la créativité humaine. C'est là que tout se joue. Et au fond, plus nous encouragerons le développement et l'adoption des IA, plus il faudra avoir la même exigence, la même ambition pour protéger et encourager la créativité humaine. L'innovation passe donc par l'indépendance, par le renouvellement de la création, et l'IA apparaît effectivement comme une opportunité historique, si nous la saisissons de la bonne façon, pour conjuguer ces deux mondes de la technologie et de l'art. C'est le modèle français et européen que nous portons. Embrasser l'innovation au service de la création humaine, voilà notre cap. Alors, à partir de là, et très concrètement, qu'est-ce que nous pouvons et qu'est-ce que nous devons faire ? Le CNC s'est emparé de ces enjeux depuis longtemps dans le cadre de son soutien à l'innovation. Mais l'irruption des logiciels d'IA générative a accéléré notre mobilisation et nous avançons actuellement sur 3 premiers chantiers qui, je le dis, en appellent d'autres dès les prochains mois. Ces 3 premiers chantiers, c'est la responsabilisation de nos commissions, c'est l'accompagnement des créateurs et c'est l'évaluation de l'impact social et environnemental de l'IA. Alors le premier chantier, la responsabilisation de nos commissions. Vous le savez, ces commissions sont le cœur du CNC. Il en existe 45. Elles sont animées par plus de 1000 professionnels experts dans leur domaine, qui se renouvellent régulièrement. Ces professionnels membres de nos commissions sont les gardiens du temple. Leur exigence est le meilleur garde-fou, notre meilleur garde-fou, contre le risque réel, et déjà là, d'appauvrissement de la création et de dégradation de la qualité technique si nous n'y prenons pas garde. Et le constat qui est fait aujourd'hui dans ces commissions, c'est que l'IA s'invite de plus en plus souvent dans les dossiers qui leur sont présentés, parfois de manière assumée, mais pas dans la majorité des cas. D'où la nécessité d'un cadre clair et surtout de transparence s'agissant du recours à l'IA par les porteurs de projets. Et pour imaginer ce cadre, pour le formaliser, nous sommes appuyés sur l'expérience de la commission de l'aide aux moyens techniques qui a, dans ce domaine, une longueur d'avance puisque un tiers des projets techniques qu'elle examine reposent sur l'IA. Et donc, avec les équipes du CNC, en particulier de la direction du numérique sous la conduite de Pauline Augrin et toute son équipe que je remercie, avec les experts de cette commission, on a élaboré une grille d'analyse des dossiers présentés qui tient compte des risques inhérents à l'IA et qui exige des porteurs de projets une vigilance toute particulière dans son utilisation. Cette grille permet à chacun, les porteurs de projets d'une part, les membres de la commission d'autre part, de se poser les bonnes questions et d'imposer des pratiques qui doivent être vertueuses. J'ai donc souhaité que l'ensemble de nos commissions, les 45 sans exception, adoptent des modalités d'instruction semblables. C'est pour ça que dans les prochaines semaines, 2 exigences vont s'imposer aux porteurs de projets. Tout d'abord la transparence, parce que toute utilisation significative de l'IA, que ce soit la rédaction du dossier ou le processus de production, toute utilisation significative de l'IA devra être obligatoirement mentionnée. Et puis, lorsque l'IA façonne sensiblement l'œuvre, dans sa conception, dans sa fabrication, une note d'intention sera exigée. Et cette note devra justifier le recours à l'IA d'un point de vue artistique, mais aussi utiliser les outils qui ont été utilisés, évaluer les enjeux juridiques, anticiper l'impact potentiel sur l'organisation du travail et plus largement la stratégie de production.
Et parce que je crois nous ne pouvons pas exiger la transparence si nous ne sommes pas transparents nous-mêmes, nous allons clarifier également les règles concernant l'usage éventuel de l'IA par les experts de nos commissions qui analysent les dossiers, notamment les lecteurs qui sont chargés de la présélection. Je sais que certains porteurs de projets se sont inquiétés à l'idée que leur travail puisse être lu, voire évalué par des algorithmes. Qu'ils soient rassurés, il n'en est et n'en sera absolument pas question, et nous allons être extrêmement vigilants à ce sujet. Et pour être vigilant, il ne suffit pas de le dire, on va le faire, on va modifier les règlements intérieurs de nos commissions pour y inscrire 3 limites qui sont évidentes, mais cela va toujours mieux en les formulant, en les inscrivant dans les textes qui régissent notre fonctionnement. La première limite, c'est la confidentialité des données. Les éléments contenus dans les dossiers étant strictement confidentiels, eh bien, les partager avec une IA qui ne garantit pas leur sécurité, comme c'est trop souvent le cas avec les outils gratuits, constituera une faute qui engagera la responsabilité de son auteur. La deuxième limite, c'est le consentement. Les ayants droit pourront s'opposer à ce que leur création soit analysée par un traitement automatique. C'est une garantie qui est issue du droit européen que nous assurerons de cette façon, mais à nouveau pour nous, c'est une évidence. Et la troisième limite qu'on inscrira dans ces règlements intérieurs, c'est que, évidemment, mais ça va toujours mieux en le formulant, toute décision prise sur un dossier devra strictement rester le fait d'un être humain. C'est précisément par le débat contradictoire, par la confrontation d'idées, de points de vue, de regards, que les commissions parviennent à formuler une recommandation collégiale. C'est là encore, comme la création elle-même, un processus irréductiblement humain. Alors, le deuxième chantier, au-delà du cadre que nous donnons pour nous-mêmes et pour nos commissions, c'est l'accompagnement des créateurs. Je le répète, l'IA peut représenter une formidable opportunité créative, et le fait de définir un cadre éthique à son utilisation n'est en aucun cas une manière, ni même une volonté de freiner les expérimentations. Simplement, on ne veut pas subir l'IA. On veut pouvoir la tester, l'explorer, mais aussi la maîtriser. Nous voulons donner à nos créateurs toutes les chances d'explorer ce nouveau continent et nous voulons qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. C'est pourquoi, à la suite de l'annonce faite par la ministre de la Culture au Festival de Cannes, le CNC lance aujourd'hui un appel à projets destiné à financer des résidences de création IA. Ça veut dire qu'en s'appuyant sur les résidences de création au meilleur standard, avec des experts au meilleur niveau, on va permettre aux créateurs de bénéficier d'espaces de travail qui sont pensés pour les accompagner dans l'exploration du plein potentiel de l'IA dans un cadre vertueux, avec notamment le soutien d'acteurs de l'industrie et de laboratoires de recherche. Cet appel à projet est doté de 320 000 €, il est donc publié aujourd'hui même, et les propositions pour armer de telles résidences, on l'espère partout en France, sont attendues pour la fin janvier 2026, et il y aura cet après-midi un échange spécifique où on vous présentera toutes les modalités de cet appel. Troisième chantier à ce stade, à nouveau je le répète, on en ouvrira d'autres, pour nous, c'est l'évaluation de l'impact social et environnemental de l'IA. Je le disais à l'instant, cette révolution se fait sous nos yeux, et pour ne pas céder au vertige, ni parfois au fantasme face à ces mutations sans précédent, il faut arriver à prendre du recul, c'est pas simple. Il faut évaluer précisément l'impact évolutif de l'IA dans nos secteurs, branche par branche, métier par métier. C'est l'objet des travaux récents qui ont été menés conjointement par la direction des études et de la prospective du CNC, Cécile Lacou et son équipe, par Audience et par l'AFDAS, au sein de l'Observatoire des métiers dans la culture et les médias à l'heure de l'IA, qui a été créé à l'initiative d'Audience. Et cet observatoire analyse chaque trimestre une famille de métiers que l'on suppose être particulièrement exposés aux transformations liées à l'IA. La première note que nous avons publiée en mai dernier a été consacrée, vous en rappelez, à la situation des storyboarders. Et au regard des éléments quantitatifs et qualitatifs qui ont été produits dans le cadre de cette étude n'a pas permis à ce stade de conclure un impact de l'IA sur ce métier éminemment créatif, à ce stade en tout cas du développement de l'IA. Et je me permets d'insister sur le fait que l'étude publiée en mai a travaillé sur des éléments relatifs aux mois qui ont précédé. On sait que c'est un sujet évolutif et donc c'est une photographie à date qui est rétrospective, le plus à jour possible, mais qui n'est pas par définition prospective. La seconde note de conjoncture que nous publions aujourd'hui même est consacrée aux comédiens doubleurs. Elle propose une analyse qui, je le sais, est particulièrement attendue. Là encore,
aucune corrélation à date n'a pu être établie entre l'IA et l'évolution récente de l'activité, dont la baisse qui est claire, est plus vraisemblablement d'abord imputable à la contraction de la demande de doublage dans un contexte global qui est dégradé. Mais, je le dis aussi très clairement, la situation est très évolutive, avec des risques qui sont évidents à plus ou moins court terme sur certains segments d'activité. Il faut donc que ces études ne désarment pas notre vigilance, qu'au contraire, nous continuions d'observer cette question de l'impact avec la plus grande attention et réactivité. Dans les deux cas, storyboarder et comédien doubleur, cette première photographie, c'est donc le point de départ d'un suivi rigoureux, régulier, j'ai envie de dire permanent. Et s'agissant des inquiétudes exprimées par différentes professions, je veux vous le dire très simplement, deux choses. D'abord, ces inquiétudes, elles sont parfaitement compréhensibles, légitimes, elles doivent être entendues et relayées. Le rôle du CNC, c'est justement d'ouvrir un espace de dialogue pour s'en parler, pour examiner les faits aussi de manière aussi claire et objective que possible. Mais le deuxième point que je veux souligner, c'est que la maîtrise de ces enjeux passe par un dialogue interprofessionnel de qualité. Parce que les solutions, et on va devoir trouver des solutions, ne peuvent venir que des partenaires sociaux et des représentants des auteurs. Le CNC est évidemment disponible, comme il a toujours été, il le sera sur ce sujet en particulier, pour accompagner ce dialogue, si les parties le souhaitent, mais il ne pourra pas se substituer à elle. Enfin, outre cette dimension sociale que nous suivons donc de très près, cette journée nous permettra aussi d'aborder un sujet qui est trop souvent, pour l'instant, un angle mort des réflexions sur l'IA, son impact environnemental. Faire une simple recherche en utilisant ChatGPT, c'est tentant, mais c'est écologiquement bien plus coûteux que faire la même recherche sur un moteur de recherche classique. Et cet impact environnemental se pose a fortiori pour les outils de production qui vont utiliser l'IA. Et on ne peut pas d'un côté se préoccuper de l'empreinte environnementale de notre filière et ignorer d'un autre côté le risque de dégradation majeure de notre environnement à une échelle assez vertigineuse du fait de ces outils. Vous le savez, le CNC s'est engagé depuis des années pour soutenir la transition énergétique de toute la filière et notamment l'éco-production. J'ai donc tenu à ce que l'AFNOR soit présente cet après-midi pour présenter un référentiel portant sur l'IA frugale qui formule des recommandations très précises à la portée de tous les acteurs, de toutes les entreprises. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en introduction de cette journée. Je peux juste dire pour conclure que plus personne ne peut ignorer que l'IA, au fond, c'est bien plus qu'une révolution technologique déjà. L'IA remet en jeu des principes aussi fondamentaux que le droit d'auteur, que les droits de la personne. Elle met au défi notre conception de l'acte de créer. Elle met aussi au défi notre liberté de spectateur, de nous orienter dans une offre pléthorique et qui va l'être de plus en plus, d'images qui sont désormais à notre disposition, mais qui posent aussi, par leur nombre, leur standardisation, de graves questions. Et je crois qu'au-delà de ce que l'IA peut apporter ou changer à l'acte même de créer, il va falloir être également particulièrement attentif à ce que l'IA peut apporter ou changer sur l'exposition et la circulation des œuvres, qui est un sujet existentiel pour notre filière. Cela peut être une aide et il faut y réfléchir à fond, je crois encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut réfléchir à fond à ce que l'IA peut apporter pour renouveler les opportunités de rencontre entre les œuvres et les publics. Mais cela peut être aussi un risque qui, je le dis, menace tout le monde, y compris ceux qui semblent triompher aujourd'hui. On s'inquiète aujourd'hui d'une bascule des audiences sur les plateformes gratuites. Je crois qu'on a raison de s'en inquiéter parce qu'il n'y a pas de véritable création sans un modèle de financement robuste, premium. Mais demain, ce sont aussi ces plateformes-là, les plateformes gratuites qui semblent triompher aujourd'hui, qui pourraient être challengées, voire menacées, parce que si plutôt qu'aller sur l'une des 50 apps qui se trouvent sur notre smartphone, au fond, si on préfère confier le soin à une IA de choisir pour nous ce qu'on va regarder, alors il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut se dire serein sur ce qui peut nous attendre. Et c'est pour ça que ce sujet doit aussi mobiliser ceux qui aujourd'hui peuvent regarder les acteurs de l'ancien monde d'un œil un peu confiant. Et au final, et je veux finir là-dessus, ceux qui l'emporteront, c'est ceux qui n'auront jamais cédé
Non seulement sur l'ambition de faire des œuvres singulières, audacieuses, mais aussi jamais céder non plus sur l'ambition d'aller rencontrer tous les publics partout où ils se trouvent. Et c'est pour ça qu'on doit aussi, je pense, consacrer beaucoup d'attention et d'énergie à cette question de l'IA dans l'exposition et la circulation des œuvres. Comme toute technologie, et d'autant plus s'agissant d'une technologie qui ne s'alimente et ne survit que du renouvellement de la création humaine, l'IA doit demeurer ce que nous déciderons collectivement d'en faire. Et cela se joue aujourd'hui dans cette capacité de se réunir, d'échanger et de préparer et d'affiner le plan d'action et de bataille pour les prochains mois. Je souhaite d'excellents échanges. Merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui.